Très bien. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter le panel Life Under LBO, Maximizing Performance Through Transformation. Voilà, donc je vais d'abord débuter le panel en permettant à chacun de se présenter. Donc Jean-Baptiste Crucis, CFO de Blessim. Je vous passe la parole. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc Jean-Baptiste Crucis, je suis CFO de Blissim, l'adresse de toutes les beautés. On propose à nos abonnés de recevoir une box mensuelle cosmétique et d'acheter ensuite leurs produits sur notre e-shop. Et on a plein d'autres produits à proposer aussi tout au long de l'année pour les cosmétiques pour vous faire plaisir. Merci. Reynald Bejaoui, associé chez Alvarez et Marsal, en charge avec Renaud Fuchs de la practice Private Equity Performance Improvement. C'est quoi? C'est travailler avec les fonds de Private Equity en pré-deal ou en post-deal. En pré-deal dans le cadre de due diligence intégrée et en post-deal accompagner les fonds de Private Equity et les équipes de management à mettre en place ce qu'on a dit qu'il fallait faire en pré-deal pour maximiser la performance des sociétés sous LBO, ce qui est le cœur du sujet aujourd'hui. Bonjour, Christophe Houpinel. Moi, je suis un ex-entrepreneur du digital qui est passé du côté obscur de la force, puisque maintenant je suis investisseur depuis 2 ans, associé du fonds Isaïe, qui est un fonds tech. François Mirallier, je suis CFO du groupe Worldwide Flight Services, WFS, qui est un groupe français qui est un acteur mondial des services aéroportuaires et notamment le leader du fret aérien. Et donc Vincent Malka, je représente le cabinet Technologie, qui est un cabinet d'analyse de marché et de conseil spécialisé dans le numérique, avec une assise européenne et indépendant. Et on conseille à la fois les clients finaux, à la fois les offreurs et à la fois les fonds de private equities, justement dans l'accompagnement numérique. Très bien. Merci Vincent, merci à tous. Donc je rappelle le thème, LBO, performance et maximiser ses performances à travers la transformation. Donc pour ouvrir la discussion, voilà, il faudrait revoir les critères et les dispositifs historiques en matière de création de performance sous LBO. Et voilà, le monde ayant considérablement changé, les critères d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'hier. Et donc je vous passerai la parole, François, si vous voulez dire quelques mots justement sur ces dispositifs entre guillemets historiques par rapport à ce que l'on constate aujourd'hui. En fait, ce qu'on peut dire effectivement, si on regarde un petit peu en arrière, Sébastien, c'est qu'il y a 20 ans, on avait des LBO qui marchaient bien, qui fonctionnaient, qui créaient de la valeur, en jouant sur les multiples. On achetait un multiple, on vendait un multiple supérieur, avec un peu d'ingénierie financière et de la dette, avec effectivement de l'attention et le rôle du sponsor en matière de gouvernance, etc. Mais ça s'arrêtait là. Donc la transformation, elle est venue comme une nécessité, je pense, au fur et à mesure que les opérations se sophistiquaient, que les entreprises elles-mêmes passaient à travers un premier, second, troisième LBO. Donc il y avait déjà de l'amélioration de performance et de la valeur qui avait été créée, donc il fallait trouver autre chose. Donc on est aujourd'hui, je pense de façon générale, dans le monde des entreprises sous LBO, dans une situation où la transformation s'impose à tout le monde. S'impose aussi probablement à beaucoup d'entreprises, en dehors des LBO d'ailleurs, mais dans une entreprise sous LBO, elle s'impose d'autant plus qu'il y a un laps de temps restreint pour les réaliser. Et ce qu'on voit, c'est que les fonds de private equity, maintenant, de façon générale, n'imaginent pas de vendre une société avec la même histoire que celle qu'ils ont eue de l'actionnaire à qui ils l'ont racheté. Il faut qu'ils aient une story différente, une equity story différente, et donc il faut qu'ils transforment leur société sous portefeuille. Il faut qu'ils mettent de la transformation, et on a vu qu'il y avait, je pense qu'on va beaucoup en parler, beaucoup de transformations différentes, que ce soit dans le portefeuille d'activité ou surtout beaucoup de transformations opérationnelles.
Donc voilà, et ça me semble une évolution majeure quand on veut commencer à parler de transformation. D'accord. Très bien. Merci François. Donc, je voudrais revenir juste sur un point, ce que vous citiez, donc sur le rôle actionnaire-manager, hein, donc l'impulsion donnée dans le processus de transformation. Et donc, peut-être passer la parole à Jean-Baptiste, si vous voulez dire 2 mots sur justement le rôle de l'actionnaire et vous, en tant que manager d'entreprise, les relais qui sont pris justement pour mettre en œuvre toutes ces transformations, peut-être en citant des exemples voilà, que vous avez pu vivre chez Blissim. Alors, il y a une première chose à savoir, c'est l'idéal, c'est que les actionnaires, les investisseurs soient complètement en ligne avec les managers de la cible. Donc ça, c'est la base de la base. Et après, les aider au maximum à leur fournir un maximum d'informations en interne sur lesquelles ils n'ont pas obligatoirement accès pour qu'ils puissent suivre régulièrement la santé, la bonne santé et surtout le plan stratégique de l'entreprise. Donc pour ça, nous, on a des outils internes qui sont utilisés par les opérationnels et on pousse nos actionnaires à les utiliser. Sont des KPI qui apparaissent sur des graphes. Et donc voilà, on leur donne au maximum l'accès pour qu'ils puissent avoir l'information. Ça a deux vertus. La première, c'est on n'a pas 12 mails par semaine pour nous demander ces informations-là et aussi de les rassurer et de se dire, OK, on est bien dans la bonne voie. Et la même chose que sur les actionnaires ou les dirigeants de ces entreprises-là. Pareil, l'idée, c'est d'avoir des outils, typiquement la trésorerie, qui est un élément sur lequel on va énormément parler aujourd'hui. J'ai mis un outil EBIX qui permet à mes 2 fondateurs de suivre la trésorerie sur une application. Et pareil, moi, ça me libère de leurs demandes. Et eux, ça aussi, ça va les rassurer de se dire j'ai accès à ces informations-là rapidement. Donc, c'est de la digitalisation d'outils et surtout du partage d'informations qui est pour moi primordial dans ce genre de situation. Très bien, merci Jean-Baptiste. Alors justement, comme on parle de digitalisation, hein, je pense que c'est un des facteurs de transformation majeurs hein, que l'on constate aujourd'hui sur le marché. Alors, Vincent, j'ai envie de vous passer la parole, hein, comme vous êtes un expert justement dans ces domaines-là et dans le cadre du contexte général, Covid et ainsi de suite. Oui. Aujourd'hui, si vous avez justement quelques illustrations à donner et retours d'expérience sur cette comme thématique. On est intermédiaire entre l'offre et la demande, enfin ceux qui utilisent l'informatique, ceux qui font des offres aussi, qui offrent des technologies. On est à une position un peu unique et un peu privilégiée d'observateur. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, évidemment, le numérique s'accélère. On en parle beaucoup en ce moment, et notamment avec la Covid. Il y a une accélération de la prise de conscience qui fait qu'on en parle encore plus qu'avant. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, qui était relativement restreint à apporter des fonctions support aux opérationnels avant, s'est déployé maintenant beaucoup plus dans la stratégie de croissance de l'entreprise, donc de permettre de construire des nouveaux business models, d'aller chercher des nouveaux marchés, de faciliter l'internationalisation, mais en même temps, évidemment, travailler sur l'efficacité opérationnelle qui va permettre finalement d'accélérer parfois les business plans qui ont été prévus sous LBO. Et notamment, soit de générer de la valeur, soit créer un peu plus de profit, parce qu'on va être beaucoup plus efficace en interne, en utilisant le numérique de bout en bout et en étant capable de faire bon usage des technologies, mais cette fois vraiment au profit des bénéfices de l'entreprise. D'accord. Merci Vincent. Voilà, donc si on prend un autre angle, Christophe, celui de l'investisseur, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, quand vous êtes plutôt sous un autre angle, hein, en tant qu'investisseur, en train de regarder justement des sociétés dans lesquelles vous allez investir, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous allez vouloir identifier comme entreprise et en pressentant des phases de formation majeures qui vont, voilà, pour revenir au terme, hein, maximiser la performance et ce que vous allez décider de mettre en place avec les managers. Voilà, si vous pouvez illustrer. Effectivement, Isaïe, nous, notre thèse, c'est bien sûr la transformation digitale. Hein. Il faut comprendre d'où on vient. Isaïe, d'abord, c'était un fonds venture, donc qui investissait dans des startups. Et moi, je travaille dans un fonds LBO, et donc on investit dans des sociétés plus vieilles.
Alors, on continue à investir dans des sociétés qui sont purement tech, par nature, donc par exemple du soft, mais on investit de plus en plus dans des sociétés qu'on appelle tech-enable. Alors, c'est un petit peu du jargon, mais qu'est-ce que ça veut dire tech-enable? Donc, ce sont des sociétés qui sont positionnées sur un vieux métier et qui le font différemment grâce à la tech. Donc différemment, ça veut dire avec une meilleure productivité, des meilleures marges, une meilleure croissance, parce que des leviers d'acquisition plus intéressants. Donc nous, je vais vous donner un exemple, un deal qu'on a fait l'année dernière, Vitalliance, c'est une société qui fait du maintien à domicile de personnes âgées et de personnes handicapées. Donc c'est un très vieux métier. Qui a priori n'est pas très tech, puisque l'activité, c'est d'envoyer des aides à domicile chez les personnes âgées ou les personnes handicapées. Mais en fait, c'est une société qui a une approche très tech et qui fait ce métier. Tout le back-office est très différent et très orienté tech. Et c'est pour ça qu'on investit donc, dans ce type de société. Et la tech permet d'avoir une performance opérationnelle meilleure que les concurrents, donc plus de croissance, meilleure marge. Alors maintenant, nous, dans nos critères d'investissement sur la transformation digitale, il y a des choses que l'on ne fait pas, dans lesquelles on n'investira pas, et je pense que c'est des cibles qui ne sont pas du tout appropriées pour de LBO. C'est des sociétés dont la croissance et le développement dépend de la transformation digitale. Donc ça, pour nous, c'est un risque trop important. Il y a un exemple qui est un gros LBO, page jaune, qui s'est très mal passé. Parce qu'effectivement, l'objectif de page jaune, c'était de passer d'un annuaire papier à un annuaire digital. Et donc, vraiment, la survie de la société dépendait de cette transition digitale. Et quand vous êtes sous LBO et que vous avez de la dette à rembourser, c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire les investissements suffisants, soit en croissance interne, soit en croissance externe, pour pouvoir réussir cette transfo digitale. Donc ça, on ne touche pas. En revanche, des sociétés qui transforment comme Vitalliance l'industrie, leur façon de travailler grâce au digital, très belle opportunité. Et autre opportunité, c'est de rajouter un nouveau business, une nouvelle business unit vers un nouveau segment ou un nouveau produit grâce au digital. Donc vous avez une activité, votre activité historique n'est pas forcément très digitale, mais vous avez l'opportunité de lancer une nouvelle activité grâce au digital. Donc c'est vraiment nos thèses favorites. Merci Christophe. Alors si justement maintenant on se met un petit peu en phase amont de l'investissement, préalablement, donc il y a tous des travaux d'audit et ainsi de suite. Reynald, vous qui êtes justement spécialisé dans ces aspects d'audit, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, quand vous accompagnez en amont des investisseurs comme Isaïe, les grandes phases de transformation, comment elles sont discutées avec les investisseurs, les managers, comme vous êtes en ces phases de due deal, vraiment c'est un travail entre vous, les investisseurs et les managers que vous visitez à l'audit. Donc voilà les les best practices en fait, on va dire, l'implémentation de projets et la conduite du changement. Si vous pouvez bien sûr faire un retour d'expérience. Bien sûr, et plutôt que le mot audit, c'est le mot due diligence que je choisirais. Et effectivement, j'ai la chance d'être entouré d'un CFO. De plusieurs CFO, d'actionnaires et de conseils. Et comme il a été rappelé en introduction, c'est vrai que ces 15 dernières années, le monde du LBO a quand même drastiquement changé. On n'est plus simplement sur du levier financier, on est sur du levier opérationnel. On a des équipes de private equity qui se sont d'ailleurs staffées en conséquence. Il n'y a pas que d'anciens banquiers d'affaires dans les équipes de private equity, il y a désormais d'anciens opérateurs, des operating partners, etc. Ce qui fait que les sujets d'acquisition sont étudiés bien en amont et de plus en plus en amont. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette période? Alors ça dépend des configurations de deals. Certains deals, et c'est un peu la mode en ce moment, sont préemptés et tout part très vite. Mais malgré tout, quand il y a un process géré par une banque d'affaires, il y a donc effectivement une période de temps qui permet donc à plusieurs fonds d'investissement de regarder l'entreprise et de la déconstruire sous plusieurs angles, les aspects financiers, les aspects IT, et mes camarades y ont fait allusion en parlant des sujets digitaux qui sont aujourd'hui prégnants dans tous les sujets de transfo, et évidemment les sujets opérationnels. Et je crois que c'est JB qui faisait allusion à l'alignement entre les actionnaires catalyseurs du changement et de la transfo et l'alignement avec le management. Et je pense qu'aujourd'hui, en dépit de process de plus en plus resserrés, cet alignement peut se faire en phase de pré-deal, quand on a le temps d'aller au fond des sujets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aux actionnaires et aux futurs managers sous LBO se mettre
mettre d'accord sur une feuille de route assez claire qui va dire qu'est-ce qu'on va faire dans l'ordre, comment séquencer les initiatives, quels seront les impacts EBITDA et cash, on parle de LBO, donc on parle quand même d'EBITDA et cash, pour que la feuille de route soit claire et portée par le management pendant les 3, 5 à 7 ans de durée de vie du LBO. Et cette phase d'alignement, et je pourrais compléter tout à l'heure si vous le souhaitez, pour moi, peut vraiment se passer en pré-deal. Et c'est d'ailleurs souvent à ces moments charnières que commence à se nouer, et complétez-moi si vous n'êtes pas d'accord, il y a les premiers éléments de confiance entre les actionnaires et les managers. Cette confiance se crée au moment des due deals et je dirais ce ciment sera le ciment d'une relation qui va durer 3, 5 à 7 ans pour que l'alignement soit constant entre l'actionnaire catalyseur de la transformation, le management qui va porter le projet et bien entendu toutes les parties prenantes et chaque employé qui compose le socle de l'entreprise. Très clair, merci beaucoup Rénal. Alors là, je pense que voilà, on parlait essentiellement de phase de transformation, on va dire planifiée, entre guillemets, mais et donc c'est avec le contexte aujourd'hui du Covid, je pense qu'on peut aussi parler de phase de transformation subie, donc qui s'impose à l'entreprise. Je sais, François, si vous voulez reprendre la parole sur cette partie-là, peut-être en expliquant qu'au-delà de la transformation digitale, il y a vous évoquiez tout à l'heure d'autres typologies de transformation opérationnelle, et vous aurez certainement d'autres exemples. Donc voilà, faire un petit parallèle entre transformation planifiée, transformation subie, et donc justement, quels sont... Par rapport à vos expériences, vous avez vécu 5 ou 6 LBO, quels sont justement les grands principes ou les grands exemples que vous pourriez donner? Alors, effectivement, tout à l'heure, quand on se mettait en perspective, on regardait les 15 dernières années, l'évolution des LBO, on pense surtout à la transformation planifiée, volontaire de l'entreprise, sous l'impulsion des actionnaires. Donc, que peut-on faire pour améliorer la performance opérationnelle, migrer vers plus de digitalisation, voire aussi faire du carve-out et splitter le portefeuille ou bien faire du build-up. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans des tests d'investissement ou qui sont des options éventuellement dans les tests d'investissement, notamment le build-up. C'est pas garanti, mais j'ai quelques exemples de beaux build-up comme Visada ou Apax il y a longtemps déjà fusionné les activités satellites de Télénor et de France Télécom, devenu un leader mondial. Il y a des opérations de carve-out, de recentrage de portefeuille. C'était le cas de Zodiac Marine & Pool qui s'est concentré sur l'équipement de piscine et après qui a pu fusionner avec un acteur du secteur, Fluidra. Ça, c'est des choses qui prennent du temps et qui sont planifiées, de même que toute l'amélioration de performance opérationnelle. Un autre bon exemple chez Zodiac, c'était la consolidation de ce qui était plus des entités gérées de façon autonome dans un vrai groupe avec une vraie stratégie mondiale et des fonctions de développement de produits, de marketing, de manufacturing, de supply chain gérées mondialement. Évidemment, il y a aussi des situations de crise. Bon, il y a le Covid, il y a eu quand même, il y a une douzaine d'années, la crise financière qui a aussi impacté sérieusement un nombre d'acteurs. Bon, pour parler de la crise du Covid qui est plus récente, là, dans le secteur aérien, effectivement, on a été assez impacté. Je ne vous apprends rien. Parce qu'en mars, il y a à peu près un an, tout juste, les uns après les autres, les pays se ferment. C'est-à-dire les pays disent du jour au lendemain, hop, les États-Unis ont annoncé qu'ils interdisaient les vols en provenance d'Europe, tout en gardant le UK. Et puis 2 jours après, le UK aussi était rayé de la liste. Donc, notamment que vous travaillez pour des avions pour du trafic passager ou du trafic fret, tout ça passe des avions passagers, et du jour au lendemain, il n'y a plus d'avions qui volent. Donc votre activité, elle peut s'effondrer complètement. Donc là, on n'a pas le temps de réfléchir à la transformation et ni même à la digitalisation du modèle. Donc on est dans l'urgence,
on se concentre sur la préservation du cash et tous les leviers qui sont disponibles. Donc là, on est dans plutôt une transformation d'urgence qui consiste à mobiliser toutes les énergies de l'entreprise pour les objectifs très simples de préservation du cash. Donc, couper les coûts et garder le cash. Et donc, là, on va transformer la gouvernance. Au lieu de travailler traditionnellement COMEX à 10 et puis en dessous des niveaux, hop, on met tous les 50, 70 top managers dans un call 1 ou 2 fois par semaine pour discuter des actions à prendre. Donc ça, c'est une transformation un peu plus de gouvernance, mais ça amène aussi des transformations opérationnelles et des décisions très rapides, mais qui sont clairement liées à une transformation subie due au contexte de marché. Merci François. Alors, vous l'avez évoqué, il y a par rapport au LBO, hein, le critère finance est critère essentiel en fait dans toutes ces discussions. Parfois LBO peut être LBO transformation, ça peut être un peu antinomique. Il faut investir, mais on est sous LBO, donc il faut gérer ses finances, ainsi de suite. Je ne sais pas si Jean-Baptiste voulait dire quelques mots là-dessus sur comme vous êtes sous LBO, et puis après je pourrais également passer la parole à Christophe, qui vous aurez la vision entrepreneur, et puis Christophe la vision investisseur, voilà, sur ces aspects vraiment financiers, contraintes du LBO par rapport aux facteurs de transformation, ce sur quoi il faut porter une attention particulière. Oui, on a sous LBO, évidemment, on a une date clé qui est annuelle du remboursement de la dette. Donc j'ai envie de dire, il faut faire évoluer ces idées d'évolution par rapport à cette deadline qui est une deadline assez importante. Donc on ne peut pas non plus investir à tout va en se disant que dans 5 ans, la sortie de 3, 5, 7 ans dont tu parlais tout à l'heure, c'est cette date, c'est ce délai-là qu'on vise, parce qu'on a quand même des remboursements réguliers à faire. Donc notre plan de stratégie d'évolution de nos process en interne, process digitaux ou autres, sont complètement alignés avec cette dette de remboursement. Nous, typiquement, on est plutôt e-retail, donc c'est plutôt une bonne année qu'on a faite l'année dernière, mais on a dû se transformer avec ce télétravail, on a dû se transformer en interne en process, et donc aller imaginer tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait digitaliser en process interne, et qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de développement interne, et voir à quel point on pouvait investir justement pour mettre ces process en interne là. Donc il y a ces histoires d'ERP. Nous, on est une grosse PME, on fonctionne encore beaucoup avec du Excel, du Google Sheet, un bon Slack, un bon coup de fil. Voilà, ça fait 1 an qu'on est en train de réfléchir sur comment on investit, quel montant et qu'est-ce qu'on fait pour automatiser tout ça, pour digitaliser tout ça, et surtout à quel coût et avec quelle échéance pour pouvoir justement rembourser cette dette-là. Donc c'est un vrai sujet, et c'est un peu antinomique de dire il faut que j'investisse pour évoluer, mais en même temps j'ai le poids de ma dette en face. Et donc il faut vraiment réfléchir en amont, et c'est là où la difficulté est là, c'est de dire il y a la Covid, donc il faut être rapide, mais en même temps il faut réfléchir. Très bien, c'est bien noté. Merci. Christophe, je pense que notre réponse à votre question, c'est on ne met pas beaucoup de leviers, on ne met pas beaucoup de dettes. Nous, on se concentre sur des LBO où le facteur de création de richesse, c'est la croissance. Notre portefeuille doit avoir une croissance entre 20 et 50% de la top line. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne met pas beaucoup de leviers pour 2 raisons. La première, c'est que le retour sur investissement dans la tech, il est pas simple à calculer, à estimer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un business de retail, que vous avez 150 magasins, ouvrir 10 magasins, 20 magasins de plus, vous avez normalement un faible écart type sur le ROI de ces nouveaux magasins. Quand vous investissez dans la tech, que ce soit sur la top line, en marketing ou dans un nouvel ERP, il y a toujours un risque que ça dérape, et il y a toujours un risque qu'effectivement votre ROI, vous l'ayez 1 an plus tard. Donc il faut gérer cette incertitude. La deuxième raison, c'est qu'on a toujours ce trade-off croissance-EBITDA.
Et on essaye de trouver le juste équilibre en essayant plutôt de pousser la croissance. Bon, et moins vous êtes stressé par la dette, plus vous avez justement de latitude pour pouvoir profiter d'opportunités et justement essayer d'appuyer un peu sur l'accélérateur pendant 2 ans parce que dans le digital, parfois, il y a une bonne acquisition à faire ou des opportunités de croissance interne qu'il serait dommage de laisser passer. Donc, c'est notre réponse. Très bien, merci. Vincent, je voyais hocher de la tête et on discutait justement tout à l'heure de ces entreprises dans le contexte actuel qui devaient investir, n'ont pas pu investir, mais voilà, c'est si vous voulez également... il y a eu pas mal d'exemples Ouais. donnés, donc moi je ne vais pas répéter les choses qui ont déjà été dites sur le digital, mais c'est vrai, ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y a souvent un déficit pré-deal sur l'évaluation de la maturité des entreprises sur le numérique et comment ce numérique pourrait les aider finalement à être plus performants. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre des situations de crise pour se dire c'est maintenant qu'il faut investir. C'est souvent trop tard et elles sont un peu tenues avec la pression du remboursement de la dette qui fait qu'elles ne peuvent pas vraiment investir. Et donc, c'est un peu le cercle vicieux qui se met en place. Et alors, c'est moins vrai sur les boîtes de la tech parce que par nature, elles ont des business models qui sont très digitaux. Donc, elles ont déjà ce mindset, cette culture et en gros ce mode de fonctionnement qui tire profit des technologies. Mais des entreprises plus traditionnelles sont parfois en déficit de compétences et de connaissances de ce qu'elles pourraient faire finalement avec des technologies pour être meilleures dans leur business et peut-être faire leur propre disruption avant que d'autres finalement s'en emparent ou qu'elles soient mises face à une crise qui finalement les fragilise, et notamment sous LBO. Merci. Rénal, oui. Non, je voulais réagir. Je comprends la question et puis c'est un peu antinomique, LBO, dette, croissance, etc. Mais mon point de vue par rapport à ça, alors que l'on parle du e-retail, de la tech ou des aéroports, donc tout va très vite, donc ça peut aller ou très bien ou un peu plus mal. Mais François faisait allusion à la gestion du cash. Je pense que la gestion du cash, elle est critique, que tout aille très bien, que tout aille très mal. Quand tout va très mal, on est content d'avoir créé des matelas de cash, du buffer, pour trouver quelques marges de manœuvre et puis faire survivre l'entreprise en mode survie. Mais quand tout va très bien, il faut être au moins aussi rigoureux dans la gestion du cash et construire ces matelas qui vont permettre de saisir une opportunité qui est sur le marché et qu'on n'avait peut-être pas anticipé 3 ans avant, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de transformation qui est un mot un peu galvaudé. On a, je crois, tendance parfois à un petit peu théoriser la transformation. Et moi, mon point de vue par rapport à cela, c'est qu'effectivement, on peut la théoriser et puis en parler très très bien de façon empirique et qu'est-ce qu'on fait pendant 3, 4, 5 ans. Mais bottom line, ce qui compte, c'est être, je dirais, dans la réaction et l'action tous les jours, parce que le Covid est passé par là, mais tout n'est pas noir pour autant. Il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir. Il y a des boîtes qui fonctionnent bien, etc. Et je pense que ces boîtes, si elles fonctionnent bien, c'est parce que quand bien même tout va mal, elles ont été, je dirais, assez rigoureuses et précautionneuses quand tout allait bien. Et donc c'est pour ça que je voulais réagir, parce que je comprends la question antinomie et opposée LBO, remboursement cash, etc. Mais je pense vraiment que dans la relation actionnaire, manager sous LBO, si c'est fluide, si ça va bien, et normalement on est capable de réagir assez vite. Et quand bien même un package de dette a été construit et conçu il y a 3 ans, ce package de dette, il est renégociable et on peut toujours trouver des marges de manœuvre quand tout va moins bien. Et ces marges de manœuvre, on les trouvera vite et efficacement si, encore une fois, les investisseurs et les managers de sous LBO sont main dans la main et ne poussent pas la poussière sous le tapis, ne se cachent pas les vérités et se disent les choses telles qu'elles sont. Très bien, très clair. François, vous voulez, comme tout le monde, réagir ? Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Rénal. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure que Rénal disait que les diligences étaient l'occasion de commencer à aligner les managers et les actionnaires. Moi, d'expérience, je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne crise pour voir si le manager et l'actionnaire sont alignés. Et de ce point de vue-là, avec le Covid, beaucoup de sociétés sous LBO ont été servies. Donc, on a pu tester. Mais effectivement, je suis d'accord aussi sur le point du cash, évidemment, c'est toujours une priorité, pas forcément pour des raisons de survie. Dans un cas de crise, ça peut être pour des raisons de survie, mais sinon pour avoir ces marges de manœuvre et la flexibilité, et notamment se permettre d'investir dans la transformation qui demande le plus souvent, effectivement, des investissements, qui va peser sur les l'EBITDA pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, avant de pouvoir délivrer quelque chose. Donc c'est important d'avoir cette flexibilité. Merci.
Très bien. Donc bon, je lancerai un dernier thème pour finir la table ronde. Voilà, Rénal, je vous passe la parole sur quelles seraient d'après vous les meilleures pratiques ou bonnes pratiques d'un LBO transformant, maximisant sa performance. Ouais, c'est beaucoup de pression sur mes épaules que d'énoncer les ingrédients clés, mais alors si j'essaye un petit peu de résumer ce qui a été dit, et je ne vais pas énoncer de grandes nouvelles vérités, mais il y en a peut-être 3 ou 4, je pense, des ingrédients clés. Le premier, on en a parlé, c'est l'alignement à tous les instants entre l'actionnaire, les managers sous LBO, et puis les managers sous LBO, eux, ils vont vraiment dynamiser l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est le premier ingrédient clé. Le deuxième ingrédient, et j'ai essayé d'y faire allusion tout à l'heure, on a souvent beau jeu de théoriser la transformation, on peut conceptualiser comment ça va fonctionner pendant 3, 4 ou 5 ans, mais à la fin des temps, ce qui compte, c'est l'action. Et ce n'est pas dire 200 pages à la clé comment on va faire les choses. Les 200 pages à la clé, elles resteront un jour sur une étagère, mais c'est vraiment au quotidien, implémenter, faire, et voilà, parce que l'EBITDA, il doit être là, le cash, il doit être là, et c'est ça qui va compter. Et c'est ça le garant à la fin des temps pour le succès d'un LBO. Le troisième point, et j'aimerais aussi peut-être entendre mes camarades là-dessus, c'est comment on mobilise ceux qui ne sont pas forcément dans le premier cercle du LBO, mais l'ensemble des managers, parce que les grands objectifs vont être déclinés en KPIs opérationnels, et puis charge à chacun, quel que soit son niveau et son rôle dans l'entreprise, de réussir à atteindre ces objectifs. Et puis comme ça, holistiquement, je dirais, la création de valeur opérationnelle puis financière se crée. Voilà. Et enfin, le dernier point, et vous allez dire que j'apporte un peu d'eau à mon moulin, mais voilà, je pense que chaque équipe de management doit connaître ses limites, et forcément n'a pas, je dirais, toutes les compétences ou toutes les connaissances en interne, qu'elles soient digitales, informatiques, gestion du cash, etc. Et puis le moment venu, savoir faire, je pense, appel à des conseils et des spécialistes qui pourront aider ponctuellement pour s'assurer que les chantiers avancent au rythme souhaité. Bien, merci. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je pense que le sujet de la transformation, c'est les talents. Et notamment, alors pas que sur le digital, mais notamment sur le digital. Nous, on s'aperçoit que souvent, la transformation digitale, ce n'est pas un sujet stratégique, c'est un sujet d'exécution. Pour bien exécuter, il faut avoir les bonnes personnes. Les LBO de grosse taille ont souvent un COMEX dont l'âge est moyen et supérieur à 40 ans, donc des gens qui n'ont pas forcément une grosse expérience du digital. Et pour moi, il y a une grosse opportunité aujourd'hui, c'est que ça fait à peu près 20 ans que l'Internet a commencé. Et donc, il y a toute une classe de managers qui ont 5 à 10 ans d'expérience et qui sont disponibles sur le marché. Ce n'est pas vrai que tous les managers veulent travailler dans les startups. On ne devient pas tous milliardaires quand on pense dans les startups. Donc, il y a aujourd'hui des managers qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont 5-10 ans d'expérience digitale. Et il y a une vraie opportunité pour les faire rentrer justement dans des sociétés en LBO, où enfin ils ont un vrai salaire, parce que parfois dans les startups, on vous promet des BSPCE et pas un gros salaire, encore qu'en ce moment les startups payent très bien. Donc vous pouvez avoir un vrai salaire, vous avez un scope large, vous avez une boîte avec un peu moins chaotique qu'une startup. Donc nous, on fait beaucoup ça. On prend des gens des startups, des managers des startups, et on les amène dans des business un petit peu plus tradis qu'ils arrivent à transformer. Jean-Baptiste, je pense que je vous sens... Non, c'est les BSPCE qui vont... Parce que ça rejoint de comment impliquer les équipes. Et dans les startups, dans le monde que je connais depuis 7 ans, il y a beaucoup d'étoiles avec les BSPCE. Et un coup, ça marche, oui, un coup, ça marche très très bien, et un coup, ça ne marche pas. Et ça, il faut connaître correctement sa boîte et le but, ça c'est sûr. Juste pour rappeler les grands principes des PSPCE comme sur les stock options françaises, on donne des potentielles parts aux salariés en leur disant voilà, s'il y a une opération financière qui arrive un jour sur l'entreprise, tu toucheras les parts comme un actionnaire. Mais ils ne sont pas actionnaires au moment de l'acquisition des BSPCE. Et ces BSPCE sont soit acquis, soit attribués gratuitement ou... on n'a pas le droit de les attribuer gratuitement, donc c'est une sorte de jeu je te les achète, mais comme tu les reprends tout de suite, je ne sors pas de cash. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à attirer les talents dans les startups. Mais il y a un inconnu parce qu'on est dans une start-up. Et donc oui, le but, c'est de dire, tu es actionnaire. Donc en fait, tout ce que tu vas faire,
va impliquer la valeur de sortie de l'entreprise quand on sortira dans 2-3 ans. Donc, tu es aussi important que ton voisin. Donc, oui, ça a un enjeu, mais il y a toujours la surprise de savoir si on sort la tête haute ou en bas. Donc, c'est un vrai point. François, je vous laisse réagir justement sur ces sujets-là, les bonnes pratiques et surtout une idée clé là qu'on vient d'évoquer, le sujet talent. C'est comme dans toute boîte, évidemment, quand on est sous LBO, les talents sont primordiaux. Encore une fois, la spécificité du LBO, je dirais, par rapport aux autres entreprises, c'est l'accélération du temps. C'est le fait qu'il faut faire cette transformation, il faut améliorer dans un laps de temps plus restreint qu'ailleurs. Il faut courir plus vite, en fait, quand on est sous LBO. Bon. Donc, une fois qu'on a dit ça, il vaut mieux courir avec des gens de talent, et donc, effectivement, il faut les motiver. Alors, ça passe... Je regrette que beaucoup de fonds de private equity ont une tendance un petit peu restrictive de l'utilisation du management equity package. C'est dommage que ce ne soit pas plus distribué dans les différents niveaux du management. Et là, on voit des approches assez différentes d'ailleurs entre les fonds américains et les fonds européens. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux distribuer le plus largement possible, enfin, en tout cas à plusieurs niveaux de management, c'est un point. Mais ça c'est un aspect, il y a d'autres aspects évidemment dans la motivation. D'abord, on parle de leadership, donc il faut avoir le bon leadership dans les sociétés sous LBO, et les autres aspects doivent être ceux liés justement à la perspective de transformation elle-même. Être dans une société plus petite sous LBO par opposition à un grand groupe, c'est offrir à un manager l'opportunité d'être plus directement acteur de la transformation. Et ça, c'est vrai à des tas de niveaux, et c'est ce qu'il faut... C'est ce qu'on fait valoir quand on essaie de recruter des talents. Très bien, merci. Vincent, je vous laisse... Par rapport au retour d'expérience qu'on a, nous, sur les bonnes pratiques, nous, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a souvent des belles stratégies, des beaux business plans, et puis souvent, il manque un plan d'action actionnable, vraiment, et transmissible, diffusable au sein de l'entreprise, et qui permettent finalement d'élargir en fait la stratégie aux opérationnels et qu'ils soient partie prenante. Évidemment, dans le fait qu'ils soient partie prenante aussi, il y a la motivation qu'on peut insuffler, mais c'est à la fois financière, mais aussi le leadership qu'on peut transférer. Et donc, il y a des actes de management assez importants qui vont conditionner quand même le fait d'atteindre la performance qu'on s'est souhaité, parce que tout seul, en tant que dirigeant, on ne va pas y arriver. C'est avant tout une histoire humaine et il faut savoir embarquer ces équipes là-dedans. Et quand il y a des désalignements, parfois il faut des tiers qui vont permettre un petit peu de fédérer de manière indépendante et objective, de faire taire un petit peu les conflits d'intérêts pour faire réaligner les gens et faire en sorte qu'ils soient tous alignés sur la même stratégie, le même cap. Et l'aventure humaine est quand même assez importante. Et donc le rôle des private equity là-dedans est extrêmement important aussi, d'être vraiment dans l'accompagnement, dans le management, dans la gestion du changement. Et les dirigeants, bien sûr, aussi. Oui, bien sûr. Écoutez, je vous remercie tous de votre participation, et je crois qu'on peut passer aux questions, sauf si quelqu'un veut ajouter un mot. Non. Je ne sais pas si vous avez reçu des questions. C'est bon ? Ok, écoutez. Merci à tous pour votre participation et la clarté de vos propos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sébastien. Merci.